où il y a des textes qui m'ont ébloui. Alors moi je suis un peu old school, hein, donc... il n'a pas totalement tort, c'est-à-dire que depuis un moment en France où, quoi qu'il se passe, tout revient à l'islam. Depuis la polémique qu'il y a pu avoir sur la question du port du voile qui est assez ancienne, où moi j'approuve le fait qu'il n'y ait pas de port du voile à l'école par exemple, mais où après, à l'âge adulte, la question qui se pose c'est de savoir est-ce qu'on interdit dans l'espace public le voile ou pas. Là, ce qui est apparu, c'est qu'une grande partie des élites françaises d'abord ne connaissent pas plus leur histoire, et notamment l'histoire de la loi dont ils parlent, c'est-à-dire la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, puisque cette loi, en 1905, décide à un moment de dire c'est pas aux religions de dicter le destin d'une nation, et c'est pas aux religions de faire la loi, pour faire simple. Donc on sépare les cultes, on pourrait dire, pas seulement à l'époque c'était l'Église principalement, et l'État. Mais on dit, du coup, les fonctionnaires doivent être neutres, et au-delà de ça, la République est garante de deux choses, la liberté de croire et de ne pas croire. En clair, la laïcité, c'est pas la religion de ceux qui n'ont pas de religion, c'est le fait que tout le monde puisse coexister. Et dans cette liberté de croire et de ne pas croire, la question des signes religieux, qui pouvaient être une croix, qui pourrait être une kippa, qui pourrait être le voile, cette question, elle peut se poser, par exemple, à l'intérieur de l'école, mais elle ne se pose pas dans l'espace public. Rien n'interdit à un Français, un citoyen, de montrer qu'il appartient à une religion dans l'espace public, dès lors qu'il ne se livre pas à des comportements ostentatoires, dès lors qu'il ne se met pas à prêcher en public, etc. Il y a une crispation, maintenant on va dire depuis une vingtaine d'années, en France, sur la question de l'islam, dont beaucoup pensent que cette religion est incompatible avec la République et la démocratie, que tout ça se mêle avec la question migratoire, puisque les vagues les plus récentes d'immigration en France, mais c'est le cas aussi en Belgique, étaient liées au monde musulman, et que tout ça se greffe aussi sur notre propre culpabilité à l'égard de territoires qu'on a progressivement laissé se ghettoiser, c'est-à-dire se mettre en dehors de la République, puisqu'on n'y assure plus, en termes de services publics, en termes d'action politique en général, la même qualité de service qu'on assure partout ailleurs en France. Et donc, ghettos sociaux, donc ghettos culturels, montée d'un discours plus revendicatif dans ces territoires, tout ça a placé une partie des élites françaises sur la défensive. Il fallait un responsable à beaucoup de nos problèmes, et ce responsable, c'était en gros la banlieue, l'islam, le voile. Après, ce qui est incontestable, c'est qu'il y a eu la question du terrorisme djihadiste en Europe, particulièrement en France, en Belgique, et où, à raison du fait qu'existait un islam radical, révolutionnaire terroriste, il était évidemment, il fallait le combattre, mais dans la tête de beaucoup existait une forme de complaisance ou de silence des musulmans à l'égard, des attentats commis par un certain nombre de ceux qui se revendiquent de l'islam, mais n'ont pas grand-chose, moi je suis pas un spécialiste des écritures saintes, n'ont pas grand-chose de très fidèle ou de très observant du point de vue de la religion et de l'islam. Bref, je ferme la parenthèse. Ce que je veux dire, c'est que ce qui était symptomatique, je prends un exemple, c'est que quand il y a eu les attentats contre Charlie, contre l'hypercacher, des frères Kouachi, il y a eu cette grande manif à Paris, incroyable, où il y avait beaucoup de monde, et où les gens se sont mis à dire mais on aurait bien aimé que les musulmans soient là. Alors, première chose, pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas là en fait, on n'a pas regardé, compté, etc. Mais il y avait ce sentiment, notamment à Paris, qu'avait manifesté principalement Paris et pas la banlieue. Je le fais vite, c'est grossier, mais... Et du coup, les mêmes qui dénoncent le communautarisme voulaient que les musulmans prennent l'initiative d'une manifestation pour montrer leur attachement à la République. Comme s'il fallait qu'ils manifestent, la première manifestation où il y avait tout le monde, et ensuite qu'il y ait une manifestation de musulmans qui montraient entre eux leur attachement supplémentaire à la République. C'est une manière de les renvoyer à une identité qui est celle de musulmans, là où, comme des citoyens, ils se déclarent, je sais pas moi, de gauche, de droite, banlieusards, métropolitains, rural, etc. Mais pas en fonction de leur religion, qui pour certains est la religion de leurs parents, qui pour d'autres est une religion qu'ils ont redécouvert, mais qui est une identité secondaire, pas une identité première. Et on les ramenait, ceux qui dénonçaient le communautarisme, renvoyaient le citoyen français
par ailleurs de confession musulmane, à sa religion, comme finalement ce qu'il a affirmé, ce qu'il aurait pu affirmer lui dans la manifestation avec tous les autres ne suffisait pas, que qu'il était suspect d'être d'abord musulman et que d'abord comme musulman il devait manifester avec ses congénères. Parfois. Mais bon, d'abord, les cons, il y en a de toutes les couleurs. Mais incontestablement, en France, tu as la persistance de discrimination liée à la couleur de la peau, à la religion, qui sont indiscutables et scientifiquement démontrées. Quand le CNRS fait une enquête sur les contrôles d'identité, poste ses chercheurs à la gare du Nord et à Châtelet et observe qu'un jeune français d'origine maghrébine ou un jeune noir a 7 fois plus de chances d'être contrôlé qu'un jeune français de couleur blanche, qu'en plus il est contrôlé plusieurs fois, c'est qu'il y a clairement du contrôle au faciès. Donc là-dessus, oui, mais il faut cesser les généralisations et les globalisations. Ça veut dire quoi la France? Ceux qui nient l'existence du contrôle au faciès, oui, nient la réalité d'une discrimination et d'une inégalité qui est en train de faire mal à la République. Mais, fort heureusement, dans la population, et je pense tant que Le Pen ne sera pas au pouvoir, j'espère encore chez une majorité de Français. Non, c'est pas le cas. Donc, tu sais, moi j'ai envie de dire un truc. Avec le problème des généralisations, c'est que dans les pays où il y a une crise identitaire, on est tous ramenés à ce qui devrait être notre identité partagée de Français. Et moi, oui, je suis français, c'est une partie de mon identité, mais je suis aussi breton, ce qui en fait un autre bout. Je suis né de ma mère et de mon père, ce qui m'en donne un autre bout. J'ai grandi au Sénégal, ce qui me fait une autre partie de mon identité. J'ai eu des maîtres à penser qui sont politiques, qui m'ont formé de Rocard à Emmanueli, c'est une autre partie de mon identité. J'ai lu de la philosophie, ça fait mon identité. En fait, mon identité, elle est rhizome. J'ai été éduqué dans le catholicisme, ça fait une autre partie de mon identité. J'ai grandi, je me suis formé comme citoyen dans l'athéisme et donc c'est une autre partie de mon identité. Je rejette rien, mais arrêtez de me ramener. Je suis pas qu'un bout de. Et il y avait une très jolie, je crois que c'est Édouard Glissant qui parlait d'identité rhizome. C'est ça c'est qu'on est des couches différentes de sédiments. Ça fait notre identité. Or, la période, elle voudrait nous résumer à une seule petite strate, là où on est une mosaïque de choses. Et bon, c'est pareil pour la France. Donc la France, elle n'est ni seulement blanche et chrétienne, pas davantage qu'elle n'est seulement urbaine, banlieusarde. Elle sera jamais, voilà. Donc la France, elle n'est pas raciste. Même s'il y a un paquet de racistes. Et par ailleurs, on trouve des racistes ou des gens intolérants, violents, dans tous les quartiers. Des racistes, des antisémites, des islamophobes. C'est pas ça qui manque. Tu soulèves ton truc, t'en trouves plein. Donc, tu pourrais les mettre tous dans le même panier, ils s'arrangeraient entre eux, et puis on pourrait vivre tranquille, ça nous arrangerait. C'est le problème, c'est que c'est tentant d'écrire des trucs comme ça, je comprends. C'est un propos... Je dis pas qu'il n'y a pas des éléments... tu t'appuies toujours sur... Il n'y a pas de fumée sans feu, donc il y a évidemment des choses. Mais à la fin, c'est profondément pessimiste, surtout. Y compris pessimiste sur ce que nous sommes. Moi, j'ai toujours pensé que dans une société malade, quelque part, il y avait l'antidote dans la société elle-même. Comme un corps malade sécrète les anticorps. Je ne sais plus qui disait ça, justement, justement, une société où tout va mal croit aussi ce qui guérit. Bon, moi je crois ça. Et je suis pas un optimiste béat, angélique, etc. C'est valable dans le rap, comme c'est valable dans la politique, comme c'est valable chez les intellos, comme c'est valable chez nos citoyens. Soit tu poses des constats, des idées noires, et tu colles tes humeurs belliqueuses, tu règles tes comptes. Moi je dis pas que j'ai pas les comptes à régler, que j'ai pas envie d'en régler quelques-uns et que j'en réglerai pas quelques-uns. Mais ça c'est une chose. Mais soit tu fais l'autre effort, qui est justement de voir que c'est une très jolie phrase d'un auteur absolument incroyable, qui est Camus, que moi j'aime beaucoup, qui parle d'un invincible été. Il y a toujours ça en nous, et encore plus fort collectivement. Donc c'est une question de choix. C'est de quel côté tu penches au moment où tu constates que ça va mal. Moi j'ai, comme on dit la phrase, il y a le pessimisme de la raison. Je regarde autour de moi, oui, c'est un peu la merde.
Mais j'essaie d'avoir l'optimisme de la volonté, quoi. C'est de me dire que, ouais, mais malgré tout, il n'y a rien de fatal à tout ça. C'est valable, par exemple, sur le climat. T'as ceux qui disent, bon, là c'est tard, puis t'as ceux qui disent c'est trop tard. Bah, si c'est trop tard, on fait quoi? Tout le monde prend ses clics et ses claques, se barre, a fait sa petite maison, sa citadelle, bah, qui c'est qui va s'en sortir? Ceux qui ont le pognon pour se faire des citadelles. Je lisais un article où les riches, maintenant, achètent en Patagonie, en Norvège, parce qu'ils ont peur du réchauffement, qu'ils ont eux-mêmes causé grâce au modèle qu'ils ont défendu. Ben voilà, les premiers à se sauver seront toujours les mêmes. Donc, soit on se prend en main, c'est pas si énorme que ça. On se dit, ok, c'est tard, il y a du dégât, mais bon, on peut s'en sortir. Soit, si c'est trop tard, bon, bah oui, bah, c'est la guerre, donc c'est la sauvagerie. Donc je suis pas trop d'accord, voilà, j'aime pas ces... je comprends, hein, mais bon. J'ai envie de dire, tout le monde est un peu capable de dire ça. Alors tu le dis plus ou moins bien, c'est joli, la damnation, bah, ça reste d'abord un texte de chanson, donc c'est parti. Moi j'ai eu des grands débats, je ne dirais pas avec qui, mais qui me disent non, mais le rap c'est pas de la... Comment tu peux dire que c'est de la culture, que c'est un art? Et moi ça fait longtemps que j'écoute ça, longtemps, très très longtemps. Et où il y a des textes qui m'ont ébloui. Alors moi je suis un peu old school, hein, donc où je disais mais attendez les mecs, vous pouvez pas dire que c'est pas brillant. Et puis après j'écoute des trucs, alors franchement là, justement dans le gangsta rap où les mecs ont des bruits de fusil à pompe et des trucs complètement comment dire sexistes. Moi les mecs putain qui bon, ça mon complice ça me fait pas mais voilà, mais bon, ceux qui connaissent rien au rap pensent que le rap c'est que ça quoi. Sous mon bras tu vis un conte, une idylle, tu veux du coup tu penses à que je dis.